À seulement 3 semaines, Mezzo va déjà à l'école. Il est destiné à faire partie d'une élite et à assumer de grandes responsabilités. Il regarde, hein, il surveille. Mais il sait ce que c'est? Nous avons suivi pendant 1 an la formation de ce chien d'aveugle à l'intelligence hors du commun. Il ne faut pas hésiter à lui demander d'aller doucement. Oui, sauf que je suis en train de compter les marches. Cherche. Vous découvrirez aussi le parcours de Nook. Va pointer le bout de son nez. Pour devenir chien d'avalanche, il a dû apprendre à surmonter sa peur avec son maître. Ça va, Christophe? Un petit peu moins bien, là. Là, je commence à avoir peur. Et le chien hésite un peu. Il y a beaucoup de tension, là. Yoda, lui, prend tous les risques pour nous défendre. Ok, Ok. On le sait, nos animaux sont prêts à beaucoup donner pour nous secourir ou nous réconforter. De récentes découvertes scientifiques ont révélé qu'ils ont aussi des super pouvoirs sur notre santé. Ah oui, effectivement, ouais, j'étais un peu haut. Grâce à son flair, Medley est capable d'anticiper les crises de son jeune maître diabétique. Il n'est pas dans mon corps, mais il sait mieux que moi comment je me sens. On forme même ce chien à détecter des cancers. Et ce cheval à devenir aide-soignant. Bonjour. Par sa seule présence à l'hôpital, il apaise les malades. Ça paraît étrange, mais oui, c'est un membre de l'équipe. D'autres permettent à des enfants handicapés de développer leur équilibre. On a l'impression que Juliette a totalement oublié son fauteuil. My big boy is such a good boy. Jusqu'où sont-ils capables de faire équipe avec nous? Sont-ils vraiment conscients de nous aider? Tu le sors. Tu le sors. Ce soir, dans le monde de Jamie, vous en saurez beaucoup plus sur les capacités extraordinaires de ces animaux qui nous font du bien. Les avalanches emportent chaque année plus d'une centaine de personnes en France. C'est ce qui est arrivé à Denis, parti en hors-piste à Châtel, en Haute-Savoie. Alors qu'il filme sa descente, il est enseveli par une coulée, sous les yeux de son ami Colin. Aidez-nous! Aidez-nous! Denis, est-ce que tu m'entends? C'est une course contre la montre. Sous la neige, on peut respirer, survivre, mais pas très longtemps. Denis, est-ce que tu m'entends? Colin le sait, c'est dans le premier quart d'heure qu'il a le plus de chances de retrouver son ami vivant. Denis, réponds-moi! Appelez le 112! Appelez le 112! Denis, est-ce que tu m'entends? Denis, réponds-moi! Je l'ai! J'ai un signal, j'ai un signal! Ramenez-vous, ramenez-vous! Il est là, il est là! Denis, je t'entends! Je t'entends, Denis, je t'entends! Tiens bon, mon gars, je t'entends! Grâce au système de détection que les deux skieurs portent sur eux, il parvient à localiser son ami. Est-ce que tu arrives à ouvrir la bouche, Denis? Est-ce que tu m'entends, Denis? Ouais, je suis là. T'es là, tu m'entends, tu réponds! Ouais. Tu m'entends? Ouais. Est-ce que tout va bien? Ouais, non, ça va, j'ai pas mal. Est-ce que t'as mal quelque part? Non. C'est bon. Avec l'aide d'autres skieurs, Colin réussit finalement à libérer Denis. Il est indemne. Il a eu beaucoup de chance. Mais ça va, je pense. Voilà. C'est bon. Quand les victimes n'ont pas de système de détection, le meilleur moyen de les localiser rapidement, c'est de faire appel aux chiens. En janvier 2016, dans la station des Deux Alpes, 5 jeunes skieurs sont emportés par une avalanche. 3 d'entre eux n'ont pas survécu,
Mais grâce au concours des chiens, 2 autres ont pu être sortis vivants. Ces chiens d'élite sauvent chaque année des vies, même dans des situations qui semblent désespérées. Comme ici à Gourette, dans les Pyrénées, en février 2015. 5 personnes s'étaient risquées sur cette route pourtant fermée. Elles ont été emportées par une puissante coulée de neige. 3e et 4e victime en cours de descente. 4 premières victimes sont retrouvées vivantes, mais il manque une fillette de 4 ans. Au bout de 2 heures, elle sera finalement localisée par un chien et sortie vivante. Un cas exceptionnel. C'est bon boulot, on est content. Heureux, ouais. Heureux. Et larmes aux yeux. Rien que pour le père, là, on le connaît, en plus il est à la vallée, donc c'est bien, content. Les chiens d'avalanche. Ils ne sont que 150 en France. Pour réussir de tels exploits, ils suivent une formation intensive pendant 1 an, sanctionnée par un diplôme. Nous avons pu accompagner l'un d'entre eux. Allez, on tire, allez, on le sort. Station de la Rosière, près de Bourg-Saint-Maurice. C'est une grande première pour Christophe Razonglès. Ce pisteur secouriste veut devenir maître chien d'avalanche avec Nook, qui n'a que 4 mois. Nook, retour. Tous les secouristes de la région sont réunis pour s'entraîner. Le petit Golden Retriever a l'air un peu perdu. Hop. Oh, le chien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Jamy. Bonjour Christophe. Et bonjour Nook. Oh là là. Viens là, toi. Oh, bonjour le chien. Oh oui, le gros pépère. Il est beau, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Après, on voulait un chien qui soit beau, bon et puis facile à vivre. On se dit un petit chien comme ça dans la neige, ça fait presque mal au cœur. C'est vrai qu'au début, il faut qu'il s'habitue un peu au froid. Avec le pelage de chiot, c'est pas facile, mais là, maintenant, il commence à s'y faire, ça va bien. Ouais. Christophe et Nook seront formés par un grand spécialiste, Guy Ancio, 40 ans de métier. Qu'est-ce qu'on attend d'un chien d'avalanche? Il faut qu'il soit pugnace, qu'il ait beaucoup d'engagement, il faut qu'il soit sociable avec le monde extérieur. Ah, lui, ça marche bien, hein, parce que à peine arrivé, je l'avais sur les genoux. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, et pas un autre? Parce qu'à un moment, ils étaient en train de jouer avec un bout de chiffon. Il y avait 2 de ses frères qui étaient en face. Lui, il tirait tout seul. Il a arraché le bout de chiffon à ses 2 frères. Je dis, il a l'air d'avoir un peu du mordant. Il est joueur. Ça m'intéresse. Et puis, il était très autonome. Il me regardait, il venait, il allait farfouiller un peu partout. Et vraiment, il était serein, quoi. Donc, ça m'a plu. Fly! Viens! Avec ses congénères, Nook part pour une journée d'entraînement. Tout est nouveau pour lui, à commencer par le télésiège. Allez, bon! Allez, go! Comme nous, les chiens peuvent connaître la peur du vide. Halte, halte, Nook, halte. Hop, et voilà. Assis. Ouh, c'est bien. Il n'a pas le vertige. Non, il n'a pas le vertige. Ils ont la notion du vide, mais ils n'ont pas le vertige. Le vôtre non plus. Non plus, mais il faut pour ça les accoutumer assez rapidement. Ça peut s'estomper très vite. D'où l'importance d'avoir de la confiance. Oui. Ça va bouger. Oh, attention, ouais. Attends. Allez, ça va bouger. hop. Ça va bouger. Allez, Allez, vas-y. Viens, Fly! Là, Nook. La confiance. Nook. Toute l'efficacité de l'équipe repose sur une cohésion sans faille. Il a envie d'aller jouer. Retour. Nook, retour. Retour. Derrière. Retour. Ah, ouais, c'est bien. Voilà. Viens là. Nook, retour. Viens là. Pour arriver au plus vite sur une avalanche, Viens là. Ouais. Nook doit être capable de descendre une piste entre les skis de son maître et d'emprunter tous les moyens de transport. C'est mon toutou, ça. Ouh.
Le chien sur le motoneige, ça fait partie de l'apprentissage? Absolument. Ouais. Et il a jamais eu peur? J'ai eu plus peur que lui la première fois en fait. J'ai un écureuil qui est passé sur la piste devant moi. Il a voulu suivre sur l'écureuil, il m'a sauté sur le bras et ça m'a fait tourner le guidon. Ah mince! Mais depuis, j'anticipe aussi, c'est l'apprentissage mutuel en fait. Sur ce champ de neige, les dameuses reconstituent une scène d'avalanche. Allez Nouk, on va aller travailler. Allez Kiki, tu contrôles ton chien. Alors qu'est-ce qu'on va lui apprendre aujourd'hui, Anouk? On le laisse d'abord découvrir l'environnement dans lequel il va évoluer, avec le plus de plaisir possible. Les chiens les plus expérimentés sont déjà en action. Comment détectent-ils des personnes ensevelies sous plusieurs mètres de neige? Bien sûr, le chien utilise son flair. Mais il y a beaucoup d'odeurs autour de lui. Il doit faire preuve de discernement. Comprendre qu'une de ces odeurs ne correspond à aucune des personnes qui l'entourent. Difficulté supplémentaire, l'épaisseur de la neige. Elle atténue l'odeur émise par une personne ensevelie sous une avalanche. Seule, une faible proportion de molécules olfactives, les plus légères, arrivent en surface et ce sont elles que le chien doit détecter. Comment le motiver à se lancer dans cette tâche particulièrement compliquée? Tout repose sur le jeu. Voici l'élément clé de l'apprentissage, ce chiffon bleu qu'on appelle le lapin. Pour ce premier exercice, Jamy jouera le rôle de la victime, cachée sous la neige. Comment je vais le faire venir vers moi? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme stratagème? Alors il est habitué à... Il a un petit objet de référence, là, qui est un petit objet bleu, genre chiffon, voilà, dans lequel il peut mordiller. Donc voilà, ça c'est le jouet de Nouk. Nouk, tu le reconnais ce jeu? Oh là là, voilà. Oui. Là il a envie de jouer. Et là je joue avec lui. Voilà, c'est une rivalité ludique. Oh mais moi j'aime bien jouer avec les chiens à ce jeu-là. Oh. Voilà. Ah. Voilà. Le conducteur Christophe, tu vas reprendre ton chien. Voilà, vous Jamy, vous laissez l'objet. Je laisse l'objet, voilà. D'accord. On n'a pas joué beaucoup, hein. Oui, mais il est déjà dans la mise en éveil. D'accord, ok. Donc je vais me glisser dans le trou. Voilà, d'une façon assez rapide, ça crée une impulsion chez le chien. Okay, donc... Il vous jette l'objet, Christophe. Il vous jette l'objet. Là, vous appelez le chien. Hop. Nouk. 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 Disparaissez. Prêt, mise en éveil. Tu te rapproches. Allez, tu l'encourages là. Tu le sors. Allez, mon chat, lâche pas. Pour l'instant, l'exercice est assez simple. Nouk a vu où Jamy s'était caché. Le but ici est de le motiver pour qu'il aille chercher son jouet, le fameux lapin. On donne l'objet à Jamy un peu, qui finalise la... Bien, Kiki. Ça, c'est Kiki, hein. Bien le chien. Voilà, le chien Nouk. Voilà, tu reprends l'objet, toi. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, Guy, quand un chien d'avalanche va récupérer une victime, il va chercher un jeu plus qu'une victime. Ouais, il va se dire, j'ai mon lapin. J'ai mon lapin de référence avec lequel je suis entraîné. Donc, a priori, il est là et je l'ai bien trouvé. D'accord. Donc là, on le conditionne pour associer finalement, sans qu'il le sache, la victime à un jeu. Absolument. Je mets la neige. Encore un peu. Je m'en prends plein la tête. Encore un peu plus. Le jeu se complique. Cette fois-ci, la cachette est obstruée par la neige. Le chiot osera-t-il s'y risquer? Viens me voir. Et on met le chien en activité. Allez, Nouk. Allez. Laisse-le faire. Laisse-le s'activer. C'est lui qui fait le boulot. Voilà, il est dans la découverte. Laisse-le. Là, il est en train de procéder à la recherche d'une façon précise. C'est l'olfaction qui le conduit, là. Il va pointer le bout de son nez. Nouk a repéré Jamy, mais il n'ose pas s'aventurer dans ce trou. Il cherche un autre accès. Christophe doit le motiver. C'est ça qu'il faut faire. Ah, Nouk, regarde. Là, tu le reprends au collier, on enlève un peu de neige. Reprends-le légèrement en dessous.
Allez. Allez. Voilà, et là, tu vas participer à la découverte. Il est là, ton jeu. Allez, tu vois, il est là, ton jeu. Allez, c'est bien, mon toutou. Toi, tu l'encourages, Christophe, hein? Tu l'as eu, c'est bien. Christophe, renvoie l'objet. Allez. Tout l'enjeu de cet exercice, c'est que Nouk mémorise bien le lien entre son objet fétiche et l'odeur d'une personne ensevelie. Laisse-le pas se disperser. Pars avec lui en courant, Christophe. Là, le chien vient vers moi parce qu'il voit son jeu, cette chaussette là qui bouge. Mais quand il va se retrouver dans une situation de sauvetage, sur une scène d'avalanche, il n'y a pas de jeu. Comment le chien va-t-il vers la victime? Quand il est là, la première des choses qu'il perçoit, c'est l'odeur d'une personne qui est en dessous de la surface du manteau neigeux. Et quand il arrive là, il dit ces odeurs-là m'amènent la récompense et je chope mon lapin. Et ça, son but, c'est ça en tant que chien d'avalanche. La victime, le cobaye n'existe pas. En fait, il nous sauve sans en avoir vraiment conscience. C'est un peu ça, parce qu'il n'a pas un rôle de sauveteur en soi. Il aime activer son désir de recherche avec son conducteur. Et lui, sa récompense, elle est là. Tout repose donc sur la complicité entre le maître et le chien. Pour décrocher leur diplôme, Christophe et Nouk vont s'entraîner encore 1 an. Nous les retrouverons dans quelques mois dans un exercice vertigineux. À 400 km des Alpes, ce chiot fera lui aussi bientôt partie d'une autre élite. Mezzo est né il y a 2 semaines dans le Centre national de sélection des chiens d'aveugles, près de Clermont-Ferrand. 1,22 kg le jaune. Dans 2 ans, Mezzo sera guide. Nous allons le suivre pendant toute sa formation. 250 chiots naissent ici chaque année, principalement des labradors. Pour être de bons guides d'aveugles, ils doivent avoir un sang-froid à toute épreuve. Un caractère en partie héréditaire. Dans ce centre, on a sélectionné les géniteurs en leur faisant passer des tests de comportement. Devant ce personnage inquiétant, n'importe quel autre chien aurait montré les crocs. Celui-ci reste impassible, un bon point. Light. Light, viens. Eh bien. Ouais, bien. Anthony Morin, le responsable de la sélection, teste la réaction des futurs reproducteurs dans des situations totalement nouvelles pour eux. Avancer à côté d'une canne blanche qui balaye le sol. Enfiler un harnais de travail. Marcher sur un sol instable. Ils ne doivent pas faire d'écart. Ne pas fuir face à un bruit inconnu. Rester calme face à un mouvement brusque. Bien, bien, bien. Le test du parapluie va nous permettre de pouvoir voir comment le chien va réagir à un moment de surprise. Si on a des chiens qui font des gros écarts parce qu'il a eu peur de ce parapluie qui s'ouvre dans la vie normale, ça va mettre le non-voyant en condition d'insécurité. Et ce qu'on veut, c'est que les moindres choses qui puissent se passer autour de lui le perturbent le moins possible. Viens, viens, viens. Viens. Anthony s'assure aussi que le chien reproducteur n'a pas un instinct de chasseur trop prononcé. Cette femelle reste un peu trop fixée sur l'oiseau. Anthony en tiendra compte pour choisir le mâle avec lequel elle sera croisée. Viens. En fait, on ne fait qu'observer certains points et ensuite on va travailler parce que s'il va bloquer sur ce point-là et que tout le reste va être très très bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marier avec un mâle pour lequel il n'y a eu aucune réaction. Et en fait, on va essayer de petit à petit, génération après génération, d'améliorer pour arriver jusqu'à un standard qui est le nôtre, qui est un niveau chien guide acceptable. Ces tests font partie d'un programme de sélection génétique à l'échelle internationale. Maya, viens. Par le passé, quand on a commencé à mettre ce test en place, on avait des chiens qui étaient en fuite, on avait des chiens qui aboyaient, qui étaient gardiens, on avait des chiens qui grognaient. Et là, on a la 3e génération où maintenant on a des chiens qui sont juste, pour eux, c'est un élément supplémentaire qui vient et sur lequel ils vont plus marquer. Donc pour nous, c'est là où on a vraiment réussi puisqu'on a beaucoup moins de crainte visuelle et donc plus de peur.
Mezzo a donc le bon patrimoine génétique pour devenir chien guide. Mais cela ne suffit pas. Dès ses premiers pas, on le prépare à son futur métier. Tous les jours, séance d'éveil avec leurs 2 éducateurs, Jonathan Bapt et Marie Jarige. Ils habituent Mezzo à ce qu'il rencontrera plus tard dans la rue. Toutes sortes de bruits, de sensations, d'obstacles. On les aide un petit peu s'il y a des appréhensions, mais le but de la séance est quand même qu'ils découvrent par eux-mêmes. On veut qu'ils soient téméraires, mais tout en gardant une certaine sensibilité. Parce que cette sensibilité prouve que le chiot va quand même réfléchir en arrivant sur un obstacle. Et après, beaucoup de manipulation aussi pour bien les habituer à l'homme, qui soit le plus proche de nous possible et à l'aise possible. Pour Mezzo, c'est l'école maternelle, dans une formation qui va durer 2 ans. Mezzo, avec son collier marron, a bien grandi. Il a maintenant 1 an. Allez, va jouer. Il fait sa rentrée des classes à l'école des chiens guides d'Île-de-France, près de Melun. Doucement les doudous, hein. La formation coûte très cher, 25 000 €, financée par des dons. Non. Alors la prof de Mezzo, Alexiane da Silva, ne laisse rien passer. C'est bien un bonhomme, doucement. Allez, va jouer. Il a tout ce qu'il faut pour être un bon élève. Encore un petit peu dissipé, un petit peu brutal, des fois dans ses actions. Il a tendance à tirer un petit peu, à jouer un petit peu de sa force. Donc il va falloir lui expliquer que c'est pas très autorisé tout ça. Mais avec un petit peu de travail et un petit peu de maturité, je m'inquiète pas du tout pour sa carrière. Dans la sélection, on ne transige pas sur les aptitudes physiques. Comme un pilote d'avion, un chien d'aveugle doit obligatoirement avoir une excellente vue. Alors, Molou, on va regarder la suite. Alors, tu me fais voir tes paupières, d'ailleurs. Le docteur Déhan, ophtalmologue pour chiens, teste sa perception des couleurs, ses réflexes visuels, la qualité de sa rétine. Des tests pas toujours très agréables. On va mesurer sa sécrétion lacrymale. On va regarder s'il pleure assez. On va te faire pleurer, mon pauvre. Oh, mon loulou. Viens, mon Mezzo. Donc, on va mettre ce petit papier, hop, dans le cul-de-sac. Hop, voilà. Donc ça, on va le laisser pendant 1 minute. C'est bien, Titi, tu saches. Donc c'est important qu'il y ait des larmes, puisqu'en fait, s'il n'y a pas assez de larmes, si on a ce qu'on appelle un œil sec, donc on va avoir des problèmes de cornée, de pacification de la cornée, de souffrance pour le chien aussi. Donc là, on est à 22, et là, on était à 25. Tout va bien. 24, donc ça, c'est normal. Donc il est apte? Il est apte. Oh, c'est bien, moi, Titi. Apte à travailler. Tu vas pouvoir être chien guide. Quelques jours plus tard, Mezzo fait ses premiers exercices en ville. Je peux ouvrir un Mezzo, Alexia? Oui, allez-y. Hello! Salut, toi! C'est Églantine qui va suivre notre futur chien d'aveugle jusqu'à la fin de sa formation. On va lui mettre son harnais de guidage, c'est son outil de travail. Viens. Il a déjà l'habitude, il l'a souvent? Oui, il l'a souvent. Et hop, non, laissez. Et là, on va lui demander Mezzo, debout. Et c'est à lui de se lever pour qu'on lui attache plus facilement. C'est très précis. Ah bah, c'est une éducation. C'est bien, bonhomme. Puis bon, pour le motiver au travail, hein, vu qu'il a été très sage, sa petite récompense. Et il le sait d'ailleurs parce qu'il s'est tourné directement vers ah votre bah, sac. Ils connaissent la petite pochette à friandises, ils savent très bien ce qu'elle contient. Et ça, c'est quoi? Donc ce petit boîtier, c'est un clicker. C'est les méthodes d'éducation du clicker training. Donc ce boîtier va faire un... Donc comme vous le voyez... il y est réceptif. En fait, Mezzo, il a appris que ce clac signifiait une récompense. Donc là, je l'ai fait dans le vide. Mais dans le cadre du travail, c'est ce qui va me permettre de pouvoir féliciter vraiment l'action sur un instant T. Au moment où il va faire quelque chose de très précis, je vais cliquer, il va savoir que c'est cette action qu'il faut reproduire. Mezzo. Mezzo devra protéger son maître contre les dangers de la ville. Le premier d'entre eux, traverser une rue. Mezzo, en place. À droite, les lignes. À droite, les lignes. Mezzo, donne bien.
Et là, Très bien. Mezzo se positionne devant le passage clouté. C'est lui qui l'a repéré? C'est lui qui l'a repéré. Comment ça se passe? C'est Mezzo qui décide à quel moment on traverse? Alors non, c'est la personne qui, à l'audition, sait faire une analyse de carrefour et déclencher ses traversées toute seule. Donc là, par exemple, on a un véhicule qui arrive sur la gauche. Un 2 roues même, je dirais. Vous avez l'expérience quand même. Ils sont passés. Mezzo, va devant. Allez. Ton trottoir. Super, c'est bien, bonhomme. C'est bien, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Vous n'êtes pas sécurisé, là. Mais c'est fait exprès, en fait. Pour la remontée du trottoir, il vient mettre ses 2 pattes avant sur le trottoir et il s'arrête pour me laisser le temps avec mon pied de venir jauger ma hauteur de bordure de trottoir. Mezzo, va devant. Allez, va. On y va. Donc c'est le malvoyant qui donne les ordres. Voilà, c'est toujours le malvoyant qui connaît son trajet. Le chien, c'est vraiment un outil de déplacement qui va apporter un confort et une fluidité. Vous utilisez toujours les mêmes mots précis, on est d'accord, pour lui donner des ordres? Alors c'est très important parce que si nous, on sait que va devant, tout droit, ce sont des synonymes, lui, le chien, il a appris à avancer à va devant parce qu'on l'a conditionné à ce mot. Donc c'est très important de garder toujours les mêmes consignes. On dit souvent qu'il ne leur manque que la parole. Les chiens sont capables d'assimiler plusieurs dizaines de mots. À la fin de sa formation, Mezzo en connaîtra 50. Mezzo, va devant. Cherche. À droite, les lignes. Donne bien. Ton trottoir. Non. 50 mots, c'est bien, mais certains ont beaucoup plus de vocabulaire. La championne toute catégorie, c'est cette border collie américaine, Chaser. Elle connaît 1000 mots. Son maître, professeur de psychologie, lui a appris le nom de toutes ses peluches en les pointant une à une. Regarde Miss Peggy. Regarde Miss Peggy. Vas-y ma fille, vas-y maintenant. C'est bien ma fille, c'est bien. Une fois que Chaser a associé un nom à chaque peluche, elle est capable d'apporter les objets à son maître sur demande. Chaser debout. Chaser, cherche. Point. Ramène à papa. Point. Vas-y. Oui, super, c'est bien ma fille. Cherche, roche. Mais ses performances vont encore plus loin. Le professeur place 5 objets que son chien connaît et au milieu, un objet inconnu. Miaou, ce drôle de chat jaune. Chaser, cherche miaou. Cherche miaou. Vas-y ma fille, vas-y. Rapporte à papa. L'exercice est complexe, car Chaser doit procéder par élimination. Elle doit déduire que le seul objet qui n'est pas dans son vocabulaire correspond au nouveau mot prononcé par son maître. Chaser, donne miaou. Je veux miaou. Vas-y ma fille, vas-y maintenant. Donne-moi miaou. Bien, c'est miaou. Chaser a réussi du premier coup à associer le mot miaou à ce chat jaune, preuve que les chiens ne manquent pas d'esprit logique. On va continuer à te faire travailler, Mezzo. En plus d'avoir du vocabulaire, un chien guide d'aveugle doit faire corps avec son maître, ce qui n'est pas toujours facile. Là, par exemple, s'il était seul, Mezzo passerait au milieu. Mais il doit calculer sa trajectoire en laissant de la place pour sa maîtresse sur la droite. Allez, va. Il marque un arrêt pour me signaler « Attention, c'est étroit ». Mais après, c'est à lui de se débrouiller pour que ça passe, même au ralenti. Mezzo, va. Va devant. Allez, va devant. Et là, il contourne. Va devant. Et tout de suite, il reprend son axe de déplacement. Stop. Donc là, il a vraiment tenu compte de votre présence physique? Oui. On lui apprend que son corps, maintenant, ça devient le nôtre. Il est capable d'évaluer les distances et les hauteurs.
Pour les obstacles en hauteur, c'est beaucoup plus difficile. Mezzo doit prendre en compte la taille de sa maîtresse et anticiper le danger. Regarde un peu Mezzo. Bon, alors là, c'est évident que ni vous ni moi, on ne passera dessous. Ah non, même moi. Il va falloir lui apprendre aussi à lever un petit peu la tête. Alors, comment vous avez procédé? On va y aller par étapes. Je vais déjà l'aider un petit peu au début en mettant des choses qu'il connaît. À savoir qu'on n'a pas le droit de passer s'il y a des plots. Et ça va m'aider à l'inciter à lever le regard pour aussi prendre en compte la hauteur. Allez, Mezzo, va devant. Donc là, il s'arrête. Parce que ça, déjà, il connaît. Zozo, la hauteur. Et tiens, attention. Là, je vais cliquer et récompenser le fait qu'il regarde. Mezzo, Mezzo, attention, la hauteur. Titi, là. Voilà. Et vous recommencez plusieurs fois pour que voilà, ça il en a s'imprègne. pris conscience. Donc maintenant, je vais lui redemander d'aller devant. Et puis, je vais le laisser essayer de trouver la solution. Mezzo, va devant. Va, va, va. Très bien, va. Allez, va devant. Il a bien compris et il contourne. Super, il contourne. Et maintenant, il va falloir faire la même chose, mais sans les plots. S'il a bien retenu sa leçon, Mezzo doit comprendre qu'Alexiane ne passe pas sous cet obstacle. Mezzo, va devant. Puis je peux le mettre en éveil. Tension, la hauteur. Hein. Tension. Va. Bien. Va. Bien. Va. Pas mal. Super. Je vais déjà féliciter le fait qu'il ait regardé et eu l'idée de contourner. Va devant. Allez, va devant. Et maintenant, il doit reprendre son axe. Super. C'est pas mal pour un chien en apprentissage. Il vous regarde à chaque fois, mais en tout cas, il a bien compris. Voilà, sur un exercice comme celui-ci où il est encore moins à l'aise, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'échanges visuels entre nous. Il attend un petit peu confirmation. Mais c'est comme ça qu'il apprend tout. Pour former Mezzo, Alexiane utilise la technique du pointage. Elle montre du doigt les objets sur lesquels il doit porter son attention. Les chiens sont particulièrement doués pour comprendre notre gestuelle. C'est ce que démontre une expérience réalisée à l'université vétérinaire de Vienne, en Autriche. L'éthologue Sofia Virani place des croquettes dans l'un de ces deux gobelets. Mais les deux ont été imprégnés d'une odeur de nourriture. Les chiens doivent donc trouver le bon gobelet grâce aux indications de Sofia. Je regarde le chien en écarquillant les yeux pour être la plus expressive possible. Et quand le chien me regarde, je pointe le gobelet. Dans plus de 60% des cas, il se dirige vers le gobelet qui est montré du doigt. Mais lorsque Sofia refait le test sans entrer en communication avec le chien, il semble un peu perdu. La plupart ne suivent pas la direction indiquée. Ils vont le plus souvent vers le gobelet où ils avaient déjà trouvé de la nourriture auparavant. Le chien suit le pointage uniquement s'il est accompagné d'un autre signal. Il faut le regarder dans les yeux, l'appeler par son nom ou lever les sourcils. Ce mode de communication est propre aux humains. Nous sommes les seuls à l'utiliser. Les chiens sont très réceptifs à tous nos gestes. En ce sens, c'est une espèce unique. À force de vivre à nos côtés, ils se sont adaptés à notre façon de communiquer, à tel point qu'ils guettent en permanence nos expressions. C'est grâce à leur extraordinaire faculté de comprendre nos gestes, nos expressions, notre langage, que les chiens peuvent nous rendre de précieux services. C'est fini. Oh, là, il sait, hein, que... Ah, ça fait du bien. C'est bien, bonhomme. Ça a été génial. Et ça, on aime bien, ça. Hein. Pour l'instant, Mezzo progresse à grands pas. Mais dans un mois, il devra affronter les dangers du métro. Ah oui, c'est sûr. Retour avec notre chien d'avalanche à Pralognan, en Savoie.
Nook, reste là. Depuis ses premiers pas dans la neige, Nook a bien changé. Christophe filme régulièrement ses sorties. Alors, tu l'as vu la bébête? C'est maintenant un jeune athlète. Il fait très souvent des courses en montagne avec toute la famille. Nook, halte. Ainsi. À 1 an, Nook est bientôt adulte. Un adulte qui doit rester un grand enfant. Le goût du jeu est indispensable chez les chiens d'avalanche. Oui, c'est bien ça. Alors, mon pépère. Leur formation aux techniques de recherche se poursuit même en été. Les parties de cache-cache se font dans les bois, toujours avec l'objet fétiche, le fameux lapin. Christophe et Nook forment désormais une équipe soudée pour affronter les épreuves qui les attendent cet hiver. La dépose en hélicoptère. C'est un exercice impressionnant qui attend Nook et Christophe dans la station des Deux Alpes. Aujourd'hui, il fait moins 10 degrés. Un problème pour les pattes du chien. Nook, assis. Allez, Nook, montre-nous tes pattes. Voilà. Qu'est-ce qui peut poser problème? En fait, quand les poils sont un peu longs entre les interstices digitaux, ça peut faire des petits glaçons qui se collent aux poils et ça les gêne vraiment pour marcher, quoi. Donc vous êtes obligé de couper les poils? On coupe les poils et ensuite on met un corps gras comme de la glycérine ou de la vaseline justement pour éviter que la neige ne colle aux poils. Allez, Nook, on va te graisser la patte. Nook, couche. En fait, on fait exactement ce que font les Inuits quand ils veulent se protéger du froid. Exactement, ouais. Ils s'enduisent la peau du visage de graisse, la graisse de phoque. Ouais. Et là, on va poser la même chose, la glycérine. Donc là, on voit, ça fait déjà la petite pellicule on de le voit glace d'ailleurs, ça s'est déjà accumulé un petit peu là. C'est un peu accumulé, donc ça, il faut que je le retire avant de lui mettre la graisse. Ouais. Cette neige, ça peut blesser le chien, cette neige qui s'accumule? Non, parce que celle-là, oui, celle qui accumule, oui, ça peut faire comme des ampoules, voire abîmer un peu les coussinets avec la friction qui se fait tout. Comme si nous, on avait un gravier dans une chaussure, c'est la même chose. Hein. Donc après, si le coussinet est abîmé, il va commencer à boiter et pour moi, il est plus efficace. Donc, oui, parce qu'il ira moins vite. Or, l'objectif, quand on est sur une zone d'avalanche, c'est aussi que le chien puisse se déplacer rapidement, aller très vite vers les odeurs qu'il a perçues. Exactement. Il est équipé là pour monter? Non, pas complètement. Il faut que je mette donc la partie arrière du harnais pour le treuillage. Ouais. Ensuite, pour monter dans l'hélicoptère, il y a une obligation maintenant, c'est de mettre une muselière pour pas qu'il puisse être agressif envers le pilote ou les autres personnes à bord. Est-ce que le chien peut paniquer? Le chien peut paniquer. Après, c'est à moi de réussir à le canaliser, à le rassurer. Je suis un peu son repère, donc si le repère vacille, le chien va vaciller. Donc c'est à moi de rester vraiment stoïque. J'ai le sentiment, Christophe, que le maître chien est un petit peu plus stressé que l'animal. C'est un peu ça, ouais. C'est quelque chose de nouveau, donc c'est toujours un petit peu stressant, ouais. Il y a un autre cordon ombilical, là, c'est la laisse, et forcément, il y a des émotions qui passent. Ça passe. Allez, viens, viens. Et hop, viens. C'est bien, mon loup, ouais. Bonjour. Attends. Luke. Bonjour. Comment il va? Ouais, il a l'air d'être saine, c'est bon. Il est pas tendu, hein. Vous aussi? On va voir après. Super, Nook. C'est bien. Là, ça commence à faire un peu haut, hein.
Allez, je peux remettre le chien. Nook et son maître vont pour la première fois se jeter dans le vide, à 30 mètres de hauteur, accrochés à un filin d'acier. Ça va, Christophe? Un petit peu moins bien, là. Et le chien hésite un peu. Ça, il a peur, le chien. Ok, vidéocro sécurisé. Allez, mon gros. C'est bien, mon loup. Ça, c'est mon chien, ça. Putain. Oh, putain. Là, tout repose sur le contact entre le maître et son chien. Ok, je désécurise. C'est bien, mon chien, voilà. C'est bien, mon loup. Ouais, voilà. C'est bien, mon loup. Ça, c'est mon chien, ça. Ouais. C'est bien, mon gros. Voilà. On commence à ralentir, il nous reste 15 mètres. Allez, en avant 10, tout doux. 5, 4, 3. Voilà, stop l'avant. Il va être pris en compte. Il est pris en compte, il est posé. Ok, on est libre, le cran monté. C'est bien, mon gros. Il y a du vent. Et c'est parti. Waouh. 3, 2, 1. Stop le vent, vertical, il est pris en compte. Il est posé. Nickel. Clair sur l'axe, on peut décoller. Bon alors, comment ça s'est passé? Au moment où on a voulu basculer dans le vide, ouais, il était un petit peu hésitant. Ouais, vous l'avez senti? J'ai senti un petit frein, ouais. Ouais. Il a fallu le forcer un petit peu? Non, je l'ai pris sur moi, ça l'a rassuré. Moi aussi, ça m'a rassuré. Et du coup, il est venu se coller, puis il m'a laissé faire. Dès l'instant où vous avez été collés l'un à l'autre, voilà, eh bien, on avait le sentiment que et le chien et le maître étaient un peu rassurés. C'est une équipe, hein. Ouais. C'est ça. Hein. Maintenant, c'est fait, on a réussi. Dans 2 mois, Nook et Christophe passeront l'examen final, un sauvetage grandeur nature. Jusqu'où les chiens peuvent-ils aller pour nous sauver? En Italie, celui-ci est entraîné à sauter d'un hélicoptère pour aller secourir des personnes en pleine mer. Excellent nageur, même dans une eau glaciale, et surtout très puissant, il est capable de tirer 2 personnes à la fois hors de l'eau. Chaque année, ces chiens sauvent des dizaines de personnes de la noyade. D'autres prennent encore plus de risques. Donc là, on monte à 3200 mètres en fait, pour être largué en parachute avant d'entamer la mission. Yoda, un Malinois de 6 ans, est membre des forces spéciales. Il appartient au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne. Avec son maître Pachi, il a été plusieurs fois parachuté sur des zones de guerre. Un exercice auquel il est régulièrement entraîné. Pilote chef Lagarde, lâche-moi 5 minutes. La partie avion, il comprend pas trop ce qui se passe. Après, une fois qu'il est dans le saut, vu qu'il est accroché à moi, ça va, il n'y a aucun souci. Et dès qu'il arrive au sol, il est opérationnel, il peut entamer la mission de suite. Oui, parents inspectés, prêt pour le largage dans un tandem. La muselière, l'objectif c'est de lui protéger les yeux en fait. Et on ne sait jamais s'il y a un moment de panique où il se fait mal, éviter qu'il puisse mordre moi ou le pilote tandem. Ok, t'es accroché. Je prends 3 minutes, jaune pour ouverture de la rampe. Et le jaune est vérifié, j'ouvre le panneau et la rampe. H-1 1 minute. H-1 1 minute, c'est reçu. Je préviens la verticale. Reçu. Couleur demandée. Couleur vérifiée. Début de largage.
hommes sautent aujourd'hui, plus une caisse de matériel. Le saut commence par une chute libre de 1800 mètres. Yoda et Patxi sont les derniers à se jeter dans le vide. Avec leur parachute, ils peuvent atterrir jusqu'à 20 km du point de largage. Ok, tu peux commencer à prendre la position d'atterrissage. Allez. Ça va? Ouais, c'est bon. L'exercice se poursuit avec un assaut surprise sur un bâtiment où des terroristes retiennent un otage. Il faut s'approcher le plus discrètement possible de la cache. La maison a plusieurs accès. Le chien va aider les hommes à décider par quelle porte ils vont passer. Ok. Je voudrais que ton chien il fasse la reconnaissance du bâtiment à droite. Ok. Yoda a enfilé sa tenue de combat. Des chaussons de protection pour éviter les coupures et les brûlures. Un masque équipé de 2 caméras et d'une liaison radio. Patxi expérimente cette nouvelle technologie qui lui permet de commander son chien à distance, jusqu'à 300 mètres. Yoda, c'est ça, Douma. C'est ça, Douma. Sit, look, né, c'est ça, Douma. Yoda a appris ce langage codé et il réagit instinctivement aux ordres qu'il reçoit par talkie-walkie. C'est ça, Douma. Là, en fait, on va employer ce système pour s'assurer que ce bâtiment est vide. Donc ça nous permet de checker un bâtiment sans se mettre en danger et sans surtout se dévoiler et faire de grosses manœuvres. Avec une caméra dirigée vers l'avant et l'autre vers l'arrière, le commando a une vision des lieux à 360 degrés, même dans l'obscurité. C'est bon pour le bâtiment. Ok, si bien pris. Grâce à ce système, Patxi peut aussi plus facilement rappeler son chien en cas de danger. Ok. Ok, Patxi, je te demande, est-ce que tu peux envoyer ton chien sur la porte d'entrée pour vérifier qu'il n'y a pas de dispositif de piège à l'eau? Ok. Yoda sait tout faire. Partir en éclaireur, localiser des personnes, mais aussi détecter des explosifs. Ok, il y a de l'explos, présence d'explos. Here. Ok, c'est bien reçu. Ok, pour tous, on change d'itinéraire, on passe par la porte Est. L'otage est retenu dans ce bâtiment. Yoda va lui aussi participer à l'assaut. Contact, grenade. Ok, Patxi, à moi. Ok. Un couloir, environ 10 mètres au fond. Un ennemi retranché, on voit le chien. Attaque. Bouge pas. Monte pas tes mains. Ok, jackpot. Ok. Yoda est moins vulnérable par sa vitesse et sa petite taille en fait, ce qui lui permet d'être une cible beaucoup moins facile à atteindre, alors que nous, à plus de 130 kg, on se déplace beaucoup moins vite et on est une cible beaucoup plus imposante, donc plus facile à toucher. Au pied. Yoda a déjà contribué au succès de plusieurs opérations en Afrique et au Moyen-Orient, notamment dans la lutte antiterroriste. Il a notamment permis de neutraliser un ennemi terroriste, armé et retranché,
qu'aucun des moyens technologiques qu'on avait n'a détecté. Donc c'est vrai que là encore, il a permis au groupe de ne pas s'exposer et de travailler en sécurité. Fort de ses exploits, le soldat Yoda décrochera peut-être la médaille du chien héros. C'est pas quelque chose de très commun de décorer les animaux, du coup c'est encore en réflexion. On va essayer de mettre Yoda dans les nominés. Donc est-ce qu'il sera chien héros ou pas? En tout cas pour moi ça reste un héros, donc c'est déjà fait pour moi, quoi. Comme Yoda, une trentaine de chiens sont engagés dans les forces spéciales françaises. On y va? Mezzo, cherche le métro. Allez, bonhomme. Nous retrouvons Mezzo, qui connaît maintenant tout le vocabulaire d'un bon chien guide d'aveugle, une cinquantaine d'ordres. Il entre dans l'une des étapes les plus difficiles de son apprentissage, guider son maître dans les méandres du métro. Alors, là, il cherche le métro. Moi, je le repère, d'autant plus que je sais lire. Mezzo, t'es génial, mais tu sais pas lire quand même. Il a appris que toutes les bouches de métro ressemblent à ça. Ça fait très souvent un escalier ou un escalator qui descend avec cette configuration. Et on lui a associé le mot métro. Donc vu que la personne déficiente visuelle sait que c'est à peu près à ce niveau-là qu'il y a l'entrée, il suffit de lui dire cherche le métro et il va nous emmener jusqu'à sa descente. Allez. Vous le dites et il part direct. Allez, le métro. Et on est pile devant le métro. Allez, va. Dans la station, c'est un parcours d'obstacles qui commence. Tu fais attention, Zozo, ton travail. Va. Là, en tout cas, il fait en sorte d'éviter tous les gens. Que la personne aveugle rentre dans quelqu'un. On a maintenant besoin d'acheter un ticket. Qu'est-ce qu'on fait? Là, la personne connaît déjà son environnement. Donc, elle sait qu'il y a le guichet qui est sur sa droite. Donc, elle va tout simplement lui demander « Mezzo, cherche à droite le guichet. Allez, cherche le guichet. Va au guichet, bonhomme. Allez, va. » Parfait. C'est très bien. Donc là, Mezzo a à la fois repéré le mot à droite et guichet. Voilà, tout à fait. Il sait que le guichet, c'est une partie comme ça où il va y avoir quelqu'un, un interlocuteur. Donc ça fait partie de son métier. L'étape suivante, c'est de passer le portillon. Donc ma machine, parce que ça va être le mot qu'on va donner. Le mot pour portillon, pour Mezzo, c'est machine. Le mot machine, en fait, va correspondre à le composteur de tickets, le distributeur de billets de banque. Ça englobe quand même plusieurs choses. Je sais qu'ils sont un peu plus loin, situés sur la droite. Et là, pareil, la fluidité qu'il va apporter par rapport à la canne, c'est que je vais lui donner l'ordre et il va y aller tout seul. Mezzo, allez, va devant. Cherche à droite la machine. Allez, Zozo. Allez, cherche. Donne bien. Zozo. Génial. Moi, je veux... Zozo, je veux que tu donnes bien. Voilà. Arrivé à l'escalator, ça se complique. Lequel prendre? Celui de droite qui monte ou celui de gauche qui descend? Dans ce cas de figure, les deux descendent. Mais il y a quand même une logique de sécurité de ne pas en prendre un à l'envers. Oui, d'un point de vue physique, ils descendent les deux descendent. Tous les deux, mais il y en a un qui est dans le bon sens et pas l'autre. Et ça, c'est son métier aussi de m'emmener au bon. Oui. Mezzo, la descente. Doucement, parce que vu qu'il adore les escalators, il se précipite un petit peu. Doucement, la descente. Il l'a repéré tout de suite. Et alors après, pour y aller sans danger, donc il s'arrête. Là, en fait, il s'arrête, ce qui va permettre à la personne de vérifier sa main courante. Et dès que j'ai vérifié, Mezzo, va. Hop là. Il y a toujours un moment un petit peu délicat, c'est la fin de l'escalator. Comment vous allez faire pour savoir à quel moment donner l'ordre à Mezzo qu'on peut avancer? Eh bien, c'est toujours et la main courante qui va redevenir complètement plate, qui va me donner l'indication d'arriver, et aussi les marches. On va sentir que l'écart entre les marches va rétrécir. Là, c'est délicat, il y a peu de temps, attention. Mezzo, va. Voilà. C'est quand même un travail de précision. Oui, il faut que ça demande beaucoup de concentration et de la part du chien, mais aussi de la personne. Allez, va devant. Mezzo arrive sur la zone la plus périlleuse, le quai. En cas de danger, il doit adopter un comportement très inhabituel pour lui. Devant. On est bien d'accord que c'est vous qui lui donnez les ordres, donc si la personne malvoyante lui dit d'avancer dans le vide... il ne doit pas y aller. C'est le seul cas de désobéissance autorisée. C'est un exercice qu'il est en train de travailler actuellement, donc on va voir comment il va le retransmettre aujourd'hui.
Mezzo, va devant. Allez, devant. Mezzo, devant. Allez, va devant. Va devant. Non, Mezzo, devant. Donc on voit déjà qu'il a compris qu'il ne devait pas s'approcher. Il va devant. Allez, Zozo, va devant. Allez, devant. Non, devant. Aïe, devant. Va devant. Donc là, il est venu se coucher devant moi. Et il résiste. Voilà, il résiste quand même pour me dire non. Alors, normalement, il restera à côté de moi et il se couchera plus vite. Mais là, déjà, il a bien compris le principe. Puis on va voir, quand je lui demande de repartir, ce qu'il va faire. Mezzo, va devant. Va. Et on voit que tout de suite, il vous emmène ailleurs. C'est de me ramener loin du vide. Ça, c'est incroyable parce que dans sa tête, alors qu'il a l'habitude de vous obéir en permanence, il est capable de se dire là, ça va trop loin, c'est trop dangereux, je bloque. Je lui ai appris que dans ce contexte, le vide, là, quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'en approcher. Dis donc, t'es un champion, toi. Hein. C'est magnifique ce qu'on arrive à faire. Eh oui, un bibou, t'es le meilleur. Moi, oui. Mezzo, cherche la porte. Allez, cherche la porte. Très bien. Allez, monte. Zo, le siège. Bien. C'est bien, mon bonhomme. Allez, hop. Et maintenant, faut que tu apprennes à te mettre. Viens là. Et voilà. Tu es au point. Un jojo. On est bien, hein, sous le siège. Mezzo est bien parti pour réussir son diplôme. Mais il reste une épreuve décisive. Dans un mois, il devra guider Églantine qui aura les yeux bandés. Les maîtres chiens pour intervention, vous pouvez arriver sur la zone de dépôt en haut de l'avalanche. Pour Nouk et Christophe, c'est le grand jour. Oui, l'avalanche se produit ici, là on est sur la zone de capture. Elle est partie jusque contre le relief. Elle est descendue dans cette tombe. Vous gérez la communication radio, vous me rendez compte des victimes. On la rive gauche, ça te va? Et même sur la gauche. Allez, reste à droite. Là, allez. Pas bouger. Après un an de formation, c'est l'examen final. Nouk et Christophe doivent prouver qu'ils sont opérationnels pour intervenir sur des avalanches. On va où là? Soyez bonhomme. Soyez bonhomme. Chope le bonhomme. L'équipe doit explorer toute cette zone, grande comme un terrain de football. Plusieurs personnes y ont été ensevelies. Nouk et Christophe doivent les retrouver. Nouk, viens. Le chien est capable de sonder tout ce périmètre en moins de 20 minutes, alors que cela nécessiterait plusieurs heures à des secouristes. Nouk, viens. La course contre la montre est commencée. C'est dans le quart d'heure qui suit l'avalanche qu'on a toutes les chances de retrouver des victimes vivantes. Ensuite, les probabilités de survie diminuent très rapidement. Là. Nouk. Un examinateur, Jacques Manquest, scrute à la fois le travail du maître et du chien. Alors là, ce qu'il faut imaginer, on voit le chien qui a l'air de gambader dans la neige, mais en ce moment, le chien est en train d'analyser finalement toutes les odeurs qui traînent autour de nous. Tout à fait. Analyse d'un sac, ça a une odeur. Ça peut être du matériel qu'une victime a perdu pendant le transport en avalanche. Et donc ça, pour nous, ça peut être un indice très intéressant. Savoir où se situe à peu près la victime. Alors là, Nouk vient de changer d'attitude. On voit qu'il a le nez, le museau collé à la neige. Là, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il arrive sur un foyer d'odeur où émanent des molécules légères. Et il va confirmer sa découverte par un grattage. Ce qu'il est en train de faire. Et là, on parle de fixation. Felter, y'a quoi là? Y'a quoi là, mon gros? Ah, y'a quoi là? Ouais, c'est bien mon loup! T'as trouvé le bonhomme! En moins de 5 minutes, Nouk a retrouvé la première victime, ensevelie sous 1 mètre de neige. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que il y a quasiment 10 mois, quand Nouk était très jeune, il appréhendait de rentrer dans le trou. Il n'y allait même pas du tout. Alors que là, aujourd'hui, on voit tous les progrès. Il n'a plus aucune appréhension à
à se jeter dans le trou pour aller chercher son jouet et pour aller récupérer la victime. Sors le bonhomme, tu le sors, tu le sors, tu le sors. C'est bien mon loup, tu le bouffes. Chef d'opération pour Toff, première victime trouvée rive droite, partie haute. Il a détecté une première victime et il doit repartir en chercher une autre. C'est difficile à comprendre pour le chien, ça. C'est très difficile. C'est grâce à différentes séquences que l'on a réalisées auparavant, où on a fait comprendre au chien, quand il trouve un bonhomme, eh bien on fait une relance pour repartir vers une autre victime. Où se trouvent les autres victimes? Christophe doit motiver son chien pour repartir au travail. Le premier rescapé a été retrouvé ici. Il reste tout ce secteur à explorer. Le rôle du maître est déterminant. Il doit guider son chien pour qu'il parcourt bien l'intégralité de la zone de recherche. Viens là, viens. Viens là. Tape le bonhomme. Là. Nook. Viens vite. Tape. Tape le bonhomme. Là, il a repéré quelque chose. Il change d'attitude, là. Là, on voit bien le chien, voilà. Là, il va revenir vers un foyer d'odeur. Il analyse. Il faut aller vite, mais sans se précipiter. Christophe s'assure que Nook a bien trouvé une victime avant d'appeler les renforts. Car creuser inutilement ferait perdre un temps précieux. Et donc là, le rôle du conducteur est très important. Il doit lire son chien. Et comme ce sont des jeunes maîtres chiens et des jeunes chiens, c'est relativement dur. Chef d'opération pour Toff, j'ai un grattage, partie basse de l'avalanche. Je fais un contrôle. D'ailleurs, on peut le voir, Nook. Il a le fouet, la queue qui bouge. Là, il est tout content. Il se dit, ouais, mon bonhomme, ils me l'ont caché là-dessus. C'est le terre. Cette fois, c'est à 2 mètres de profondeur que Nook a localisé la seconde victime. C'est bien mon loup. Ça c'est bien mon gros. Oui. S'il te plaît. Ouais, ça c'est bien mon loup. Ça c'est bien, t'as chopé la bonhomme. Tu le sors, nous. Tu le sors. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, tu le manges. Oui. Le binôme a rempli sa mission en moins de 15 minutes. Chef d'opération pour Toff, deuxième victime trouvée, rive droite, partie basse de l'avalanche. Ouais, c'est reçu. Toutes les victimes ont été découvertes. C'est bien, tu le manges. Tu le bouffes. Alors, si on fait le bilan, parce qu'on est quand même là pour évaluer à la fois le chien et le maître, vous pouvez là nous formuler une note? Oui, et là, la note globale, oui, c'est un excellent 18 pour les deux. 18 pour les deux. Sans problème. Eh bien, tu es champion, c'est bien mon gros. Oh, ça c'est bien ça, oui. Oh, ça c'est bien ça. Viens là, mon loup, viens. Oh, t'es dur sur le deuxième, hein. T'es dur le deuxième, hein. C'est bien, mon loup. Eh, bravo, Christophe. Merci. Bravo, Nook. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé? Bien, bien. Très bien. Vous aviez l'air totalement essoufflé. Assez physique, ouais. Plus pour lui que pour moi. Dans le sens où il faut marcher déjà dans une neige qui n'est pas forcément toujours commode. Et après, ça demande aussi beaucoup de concentration et d'avoir les yeux partout. Parce qu'il faut regarder le chien, il faut regarder l'avalanche, il faut regarder l'autre équipe. Après, l'intérêt, c'est vraiment de faire de la danse, quoi. C'est moi qui conduis sur l'avalanche et par contre, sur la découverte, c'est lui qui conduit. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Ça veut dire que dès demain, vous pouvez partir sur le terrain en cas d'avalanche? Oui, bien sûr. Oui. Si demain il y a une avalanche, on doit partir dessus et on sera opérationnel. Bon, ben, je vous félicite. Je voulais féliciter Nook aussi. Nook, viens là, mon chien. Bravo. Et alors, écoute, je vais te confier ta note. Mais tu la répètes à personne. Tu as 18. Allez, viens là, gros. Bravo, mon grand. Allez. Nook fait désormais partie des 150 chiens d'avalanche qui sont sur le qui-vive chaque hiver en France. Je vais vous laisser vous équiper. Tout à l'heure, Mezzo.
Il regarde, hein, il surveille. Mais il sait ce que c'est? Je vois rien du tout. Hein. Non, il sait pas ce que c'est, mais il a l'habitude d'en voir un sur moi. D'accord. Mezzo, à gauche. À gauche, Mezzo. Bien, va devant. C'est une étape cruciale dans la formation de chiens d'aveugle. Mezzo doit guider Églantine les yeux bandés. Attention, Mezzo, je suis débutante dans ce type d'activité. C'est bien. Oh, je pense qu'il l'a compris. C'est bien. Églantine a choisi un chemin semé d'embûches qu'elle a mémorisé comme le font les personnes malvoyantes. Voilà, donc là c'est devant. Mezzo, devant. Mezzo va devoir slalomer entre une rangée de poteaux en évitant qu'Églantine ne se cogne, puis descendre un escalier qui donne sur un lac. Et enfin, monter dans un bus. Un parcours que Mezzo ne connaît pas du tout. Doucement. Voilà. Très bien. Viens bien devant, hein, Mezzo. Et là, je me demande si on n'arrive pas bientôt devant l'obstacle que j'ai prévu. Et on le suit bien. Là, il fait quoi, là? Il va à droite? Et bien là, vous avez passé l'obstacle. Oh! Et alors, je le félicite? Ah bah alors bien, là, on peut Mezzo. féliciter, hein. Vous n'avez rien touché. Mezzo. Donc vous avez senti les petits zigzags comme ça. Oui, c'est ça, c'est bien. C'est son passage d'obstacle. Ouais, et donc là, on va où? Un champion. Eh bien, va devant. Cherche la descente. Je suis pas très rassurée. Doucement, Mezzo, doucement. En haut de l'escalier, Mezzo va-t-il penser à sécuriser Églantine? On y est? Alors, qu'est-ce qu'a fait le chien? Il s'est arrêté. Il est dans quelle position? Il est en position assise. Très bien. Il est assis et il est devant la première marche. Voilà, il est en train de marquer son code de descente. C'est bien, bravo. Donc là, ça mérite une récompense. Ouais, c'est bien. Et il là, vous a emmené du côté droit, vous avez la main courante. C'est ça. Et c'est vous qui décidez quand on déclenche la descente d'escalier. Va devant. Il ne faut pas hésiter à lui demander d'aller doucement. Oui, sauf que je suis en train de compter les marches. D'accord. Et je sais plus où j'en suis. C'est pas grave. Et on suit son rythme. C'est bien, doucement. Attends, ah, on y est. Et il faut qu'il fasse très attention parce que je l'entends, il y a de l'eau. À gauche, Mezzo. Donc on insiste, à gauche. À gauche. Zo. Gauche. Mezzo éloigne immédiatement Églantine du bord. C'est bien. Va devant. Allez, on va Là, je suis dans la bonne direction, normalement. Très bien. Bien, bravo, Mezzo. Cherche le bus, Mezzo. Le bus. Et puis on peut prendre une petite voix enjouée pour la recherche. Allez, cherche. C'est bien. Cherche le bus, Titi. Cherche le bus. Zo. Cherche le bus. Ah, Alors, venez voir où il a mis la tête. Là, ma voix, j'ai l'impression que je suis... Ouais. Ah, je peux m'asseoir. Super. Bravo, Mezzo. Et là, vous pouvez vous asseoir et les féliciter. Ouais, super, Mezzo. Bravo. On va se mettre en place. Là, je peux l'attraper. Cherche la porte. Voilà, donc on va lui demander, Mezzo, la porte. La porte, attends que je me... Et tout de suite, vous montez. Bonjour. Et on va lui demander le siège. Mezzo, le siège. Allez, le siège. Suivez-le et allez voir où est son nez, en fait. C'est là. Voilà, bravo. Oui, oh pardon, Mezzo, je suis nulle. Après, voilà. Malgré quelques moments d'égarement, Mezzo a parfaitement accompli sa mission. Il n'a jamais mis Églantine en danger. Est-ce que je peux le récompenser? Là, vous pouvez le récompenser. Tiens, Mezzo. Alors, Mezzo, va devant. Et devant. Je suis déjà descendue? Oui, vous êtes descendu. Allez, devant. Et on va bien, devant. Mezzo. Va Allez, devant. on y va. On va devant. Merci, Mezzo. Bon, alors en tout cas, je suis arrivée exactement là où je voulais. C'est extrêmement compliqué, en fait. Je me rendais pas compte à quel point, pour la personne malvoyante, guider un chien, être à l'écoute de tout ce qui se passe, se souvenir de son parcours, mais c'est hyper difficile. C'est énorme en termes de travail et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut en moyenne entre 6 et 8 mois pour qu'une équipe soit parfaitement fonctionnelle. Ah, mais c'est pour ça, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, toi et moi. Évidemment, c'est pas avec moi que ça va se passer, on va se quitter, nous. Mais on va te trouver un maître avec qui vous allez former une équipe formidable. Oh, je m'inquiète pas pour lui.
Martial Alliot attend un chien guide depuis plus d'1 an. Il a perdu la vue suite à une maladie il y a 15 ans. Alexiane lui a donné rendez-vous pour essayer 3 chiens, dont Mezzo. Elle a déjà sa petite idée. Pas à bouger. C'est non, les loulous. Pas à bouger. Très bien. Martial, je te propose mon bras. Oui. Donc, je vais te présenter les 3 loulous que j'ai emmenés aujourd'hui. Sur la gauche, tu as Magic. Bonjour Magic. Une petite femelle, Sable. Au milieu, tu as Mickey. Une autre femelle, Sable. Et sur la droite, tu as Mezzo. Un mâle noir. Qui est plus grand. Il est un peu plus grand. Je vais te proposer de commencer par Magic. Allez Magic, viens. Voilà, super. Et les deux, pas bouger. Et je vais te retendre quelque chose que tu connais, mais que tu n'as pas eu dans les mains depuis un moment. Eh oui, forcément. Allez. Martial a déjà eu un premier chien guide, aujourd'hui trop vieux. Le choix de son remplaçant se fait avant tout sur la vitesse de déplacement. T'as vu, elle t'a aidé, elle s'est mise debout. C'est bien le loot. Allez Magic, va devant. Et c'est parti. Allez, va devant Magic. Alors, comment tu te sens là avec Magic? Pour l'instant, c'est un petit peu lent. Alors, il te faudrait du plus rapide. Alors, il faut savoir que Magic, ça, c'est... je dirais même que c'est son allure un peu rapide, quand même. Là, je traîne. Tu traînes? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire demi-tour. Très bien, donc tu vas lui demander de s'arrêter. Stop, Magic. Bon, bah déjà, chien numéro 1, l'allure ne marche pas. Au suivant. Allez, Mickey, va devant. Comment tu te sens avec elle? Un peu trop rapide. Ben, ça me gêne, moi. Allez, va devant, Mickey. Les lignes. Mickey. Alors. Ça, c'est du freinage. Voilà. Alors, top. Mickey, assis les lignes. Donc là, effectivement, bah, c'est le petit chien beaucoup plus dynamique. Donc, tu as vu, chaque prise de décision, c'est franc. Bah, déjà, rien qu'au freinage, c'est brut. Et je m'y attendais pas. Et du coup, c'est vrai que je suis passé carrément devant. Je suis même descendu du trottoir. Et voilà, Mezzo, je te tends la laisse. Merci. Ça va, Mezzo? Bah, déjà, il est quand même plus haut que les filles. Que les deux autres, oui. Et puis, le poil, il est doux. Tac. Mezzo, devant. Alors, comment tu te sens, là? La marche est beaucoup plus fluide. Il a la même vitesse que moi. Puis c'est un chien, il écoute bien les ordres. Bah écoute, c'est parfait. Depuis le début, Alexiane avait l'intuition que c'était Mezzo qui ferait l'affaire. Allez, les lignes devant, Mezzo. Cherche. Elle avait vu juste. Oui, c'est très bien, Mezzo. C'est super. Ok, Mezzo, va devant. Le maître et le chien vont maintenant vivre ensemble 24 heures sur 24, à la maison et au travail. Super. Encore enflé, hein, le genou, quand même. Hein. Un mois plus tard, clinique du Pré-Saint-Gervais, près de Paris. Allez, pouvez vous asseoir sur le bord, là? Ouais. C'est ici que Martial exerce comme kinésithérapeute. Pendant qu'il reçoit ses patients, Mezzo a dû s'habituer à l'attendre dans la pièce d'à côté. Entre les deux, un lien très fort s'est vite noué. Tchou mon loulou! Ça va? Ça va mon pépère? C'était pas trop long la journée? Hein? Ah mon pépère? Qu'est-ce qu'il y a mon loulou, ça va? T'as bien dormi toute la journée? Ouais? Mezzo permet à Martial de rester totalement autonome et de se déplacer en toute sécurité. Et on sort. Attention. Va devant. Allez, on sort. Va devant. Tu travailles et tu fais attention. Églantine les retrouve sur le chemin du retour. Ah, je trouve qu'il marche très vite. Là, il marche bien, là. Ça vous fait pas peur de marcher aussi vite? Non, pas du tout. Vous avez été pendant près d'1 an avec une canne. Oui. C'est quoi pour vous la différence entre les deux? La fluidité, de la marche. Éviter tous les obstacles, que ce soit poteau, poubelle, scooter. Et principalement aussi la sécurité. Mezzo. Les lignes à gauche.
À gauche, les lignes. Eh bien. Un danger contre lequel Mezzo ne peut rien faire, ce sont les vélos et les trottinettes. Certains ont le réflexe de se signaler d'un coup de sonnette, mais ils sont rares. Il y a un vélo qui vient de passer. Comment vous savez? Parce qu'on n'entend rien. Il y a des fois, les vélos ne font pas de bruit. Non, les vélos font encore moins de bruit. On traverse, mais on se trouve nez à nez avec un vélo. Là, il y en a un qui vient de passer, par exemple, qui a fait du droite-gauche. Bon, alors je vous laisse gérer, c'est vous qui dites. Allez, Mezzo, va devant. Trottoir, devant. Donne le trottoir. Allez, tu donnes le trottoir. Ouais, super. Allez, on va à droite. Allez, Mezzo, à droite. Et tu fais attention. Mezzo termine sa journée de travail. Il peut enfin se détendre. Allez, Mezzo, tu vas. Va te promener. Alors, Martial, avec les semaines de recul, est-ce que vous pensez que c'est un bon chien guide d'aveugle? Oui, c'est un bon chien guide d'aveugle, oui. La vie est mieux par rapport à la canne. Oui, c'est moins fatigant, c'est vrai. C'est moins de stress. Non, c'est mieux. Aujourd'hui, je sors un peu plus qu'avant parce que quand je rentrais du travail, je sortais plus. Là, ça donne une obligation de sortir, ça fait du bien. Allez, Mezzo! Allez, tu viens! Hein? Il est très attaché à vous, finalement, ce chien. Oui, il est très attaché. C'est mon petit pot de colle. Je vais dans une pièce, il faut qu'il vienne avec moi. Je vais dehors, il vient avec moi. Et puis on s'attache à une bête. Mezzo restera au service de Martial jusqu'à 10 ans, l'âge de la retraite pour les chiens d'aveugles. Mezzo! Ils nous sont précieux, nous leur donnons beaucoup d'affection, mais eux, éprouvent-ils vraiment de l'empathie à notre égard? À force de vivre à nos côtés, les chiens ont appris à lire nos émotions sur notre visage. Ils savent distinguer une expression de colère ou de joie, et ils adaptent leur comportement en fonction de notre état émotionnel. Mais attention à ne pas surinterpréter l'attitude de ce chien face à un enfant qui pleure. Il n'agit pas par compassion. Selon les scientifiques, son comportement est intéressé. Les chiens ont remarqué que quand nous sommes tristes, nous cherchons parfois du réconfort auprès d'eux en les cajolant. Voilà pourquoi ils viennent vers nous. C'est moins pour nous consoler que dans l'espoir d'obtenir des caresses. Mais le soutien émotionnel qu'ils nous apportent est inestimable. Leur présence a même un rôle bénéfique sur notre santé. Ils contribuent à l'éveil des enfants et limitent le risque de développer des allergies. Ce sont de bons anti-stress qui réduisent les risques d'accidents cardiaques chez les personnes souffrant d'hypertension. Et ils font bien plus encore. Des chiens peuvent aider à diagnostiquer des maladies graves. Des chercheurs de l'Institut Curie ont découvert que certaines tumeurs cancéreuses émettent une odeur spécifique que les chiens peuvent détecter. Dans cette expérience, plusieurs compresses, dont une seule est imprégnée de l'odeur d'une femme atteinte d'un cancer du sein. Le chien doit la repérer en marquant un arrêt. Le taux de réussite est de plus de 90% grâce à son flair exceptionnel. Le museau du chien fonctionne comme un aspirateur. Les odeurs qui pénètrent à l'intérieur arrivent sur une muqueuse tapissée de récepteurs. Elle s'étend sur une surface de 170 cm², soit un carré de 13 cm de côté. C'est énorme comparé à l'homme. Notre muqueuse olfactive ne s'étend que sur 5 cm². Le chien possède donc davantage de capteurs que l'homme, jusqu'à 300 millions chez certaines races, 10 millions seulement chez l'homme. Et puis, il y a la capacité de traitement. La zone du cerveau consacrée à l'analyse des odeurs est proportionnellement 30 fois plus importante chez le chien que chez l'homme. Ce qui lui permet de déceler des molécules olfactives que nous ne percevons pas. Sur le cancer, ce protocole est encore expérimental. Mais si l'on prouve que le flair d'un chien peut être aussi fiable qu'une mammographie,
Cette méthode, moins coûteuse, pourrait être utilisée comme outil de dépistage précoce, en particulier dans les pays en voie de développement, qui manquent d'équipements médicaux. Le flair du chien a déjà fait ses preuves pour détecter le diabète. Allez, mon chien. Medley, caniche royal de 2 ans, a changé la vie de Hugo. Il n'est pas dans mon corps, mais il sait mieux que moi comment je me sens. Ce qui fait que j'aurai beaucoup moins de problèmes, parce que du coup, j'arrive plus vite à me stabiliser. Ce garçon de 15 ans souffre de la forme la plus sévère des diabètes, qui touche 370 000 personnes en France. Ses parents l'ont découvert il y a 2 ans, lorsqu'Hugo est tombé dans le coma. Dan ? Il a commencé à avoir des maux de ventre, des vomissements. Et puis un soir, mon mari est rentré, il m'a dit, écoute, j'ai l'impression que Hugo, là, même quand il respire, ça le fait pas. On part aux urgences. Seulement, quand on est arrivé aux urgences, il était déjà en souffrance, donc il n'avait plus d'oxygène dans le sang. Il hyperventilait. Et au moment où on m'a dit, Madame Ritchie, Monsieur Ritchie, je crois que l'heure est grave. Il est tombé dans le coma, on ne savait pas s'il allait survivre ou pas. Et en fait, le diagnostic, ça a été pronostic vital engagé. On ne sait pas si on va le récupérer. Depuis, Hugo doit contrôler toutes les 3 heures son taux de sucre dans le sang. Alors, je vais juste prendre mon petit scan qui vérifie vis-à-vis de là mon taux de glycémie. Juste à appuyer dessus. Passer sous mon bras, il me dit à combien je suis. Là, relativement, je monte. Ce qui est relativement énervant, sachant que ma journée s'était bien passée. S'il est en hypoglycémie, il doit prendre du sucre. S'il est en hyperglycémie, se faire une injection d'insuline. Ah oui, effectivement, voilà, j'étais un peu haut. C'est bien. Mais sa glycémie est particulièrement instable. Hugo peut à tout moment faire un malaise. Pour ses parents, c'est une angoisse permanente, le jour comme la nuit. Hugo, la nuit, ne capte absolument pas ses états de faiblesse. Aussi bien l'hypo que l'hyper, il ne s'en rend pas compte, il dort. Et donc s'il part trop en hypo, il risque de mourir. Au jour d'aujourd'hui, on se réveille toutes les 2 heures. Il est sportif, il va en forêt, en vélo. Moi, je le laisse plus partir en vélo pendant 5-6 heures. Il lui arrive quoi que ce soit, je fais quoi, enfin... Avec l'arrivée de Medley, une nouvelle vie commence. C'est l'un des 3 premiers chiens formés en France pour détecter le diabète. Là encore, grâce à l'extraordinaire odorat de l'animal. Lorsque la glycémie d'Hugo commence à monter ou descendre de façon anormale, son corps émet des molécules olfactives que le chien détecte immédiatement, bien avant que l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie n'atteignent le seuil de danger. Prévenu à temps, Hugo peut prendre son traitement et éviter la crise. Medley apprend à alerter Hugo par ce geste, le poke. Oui, bien mon chien. Pour l'entraîner, on utilise cette capsule qui contient des échantillons de l'odeur d'Hugo émise pendant une crise. Donc là, on va mettre discrètement la capsule dans la poche. C'est Laura Panchione qui a formé Medley pendant 1 an. Ouais, bravo, super Medley. C'est bien Medley, c'est bien. On veut que le chien soit hyper motivé, on associe systématiquement à la récompense jusqu'à pouvoir réaliser des alertes de nuit et arriver à réveiller Hugo alors qu'Hugo est en train de dormir et qu'il est en train de faire une chute au niveau de son taux de glycémie. Oui. Oui, super. Donc là, on a le dernier pot qui était plus fort. Super, bravo. Impeccable. Là, hop, viens, hop. Il faut que ton chien il soit le plus près possible de toi pour que tu puisses bien t'appuyer. Un peu plus tard, alors qu'Hugo n'a plus sa capsule d'odeur dans la poche, Medley se met à donner des coups de museau de façon insistante. Ah d'accord, c'est bon. Oui, c'était pour... Vas-y, refais. C'est bien mon chien. Tu vas te rescanner un petit coup pour voir si t'es pas en chute. T'es en train de descendre? Ouais, en flèche. Mais je suis encore haut. C'est bien, super Doudou, bravo, sois content. Oui. Bravo Medley. C'est bien mon doudou. Un doudou. Tu veux des câlins? Je suis encore surpris. Parce que c'était vraiment express. Parce que là, ça fait déjà quelques jours que je l'ai. Et il m'a déjà repéré au moins 6-7 fois. Donc oui, c'est effectivement surprenant. Par contre,
Cette technique révolutionnaire est-elle vraiment fiable? Elle a été importée très récemment en France par l'association Acadia, qui a fait appel à une éthologue franco-américaine, Jennifer Cattet. On est assez content quand le chien identifie au moins 80% des crises. Généralement, on est dans l'ordre du 90%. Aux États-Unis, maintenant, ça fait 10 ans qu'on éduque les chiens pour le diabète. Donc, il y en a des centaines qui sont placés chaque année. Et on sait donc que ça marche très bien. Ça aide beaucoup de gens à gagner en autonomie, à diminuer leur stress par rapport à la gestion du diabète. Allez, saute. Oui, bon chien. Mais pour que cela marche, le chien doit accompagner son maître partout. Et ce n'est pas toujours évident. Quand on fait ses courses, par exemple. Détends ton bras. Si tu as besoin de faire ça, c'est qu'il n'est pas bien placé. Exercice pratique dans un centre commercial, avec d'autres patients. La difficulté va être de gérer votre chariot et votre chien en même temps. D'accord? Donc si votre chien est sur la gauche, la laisse est sous la main droite. Donc vous tenez en même temps le chariot et la laisse. Et vous allez récompenser votre chien avec la main gauche. On y va? Est-ce la peur du regard des autres ou la crainte que son chien ne fasse une bêtise? Hugo est très nerveux. Ça va être compliqué. Voilà. Non, c'est très bien, tu t'en sors très compliqué. bien. Pense à lui parler un petit peu, quoi, qui se connecte à côté de toi. C'est bien. Mais pas trop de tension au harnais. Voilà. Doudou. Super. Medley. Doudou. Voilà. Tu sens l'odeur de viande. Si jamais tu dois reprendre un peu, tu peux utiliser ta main gauche pour le rediriger un petit peu, tu vois. Ouais, récompense si tu vois qu'il regarde dans les rayons puis qu'il se retourne sur toi plutôt que d'aller vers la nourriture, c'est bien. Bravo! On sort de cette galère, Medley. Bah, on voilà. s'en va. Allez, on va se promener maintenant. Et on s'en va. On y va? Le chien va désormais veiller sur Hugo 24 heures sur 24. Nous retrouvons Hugo et Medley chez eux, près de Forbach, en Moselle. Medley, à ta place. Couché. Il est toujours au brassard de mon lit. Il est toujours capable d'atteindre mon lit et d'atteindre toute une partie de mon corps. Medley garde ses narines en éveil, même lorsqu'il dort. Il n'hésitera pas à réveiller les parents si Hugo ne réagit pas à ses coups de museau. Voilà, ça c'est un POC. Là, étant donné que je n'ai pas répondu, à 2 POC, au bout de 2-3 POC, il se dit, il se moque de moi, ou bien il s'est pas réveillé. Il faut que je m'occupe de le réveiller. Donc là, il a sonné dans la chambre des parents instinctivement. Là, j'ai encore ignoré. Il refait le bouton. Il faut quand même savoir que Hugo va beaucoup mieux depuis qu'il y a le chien. Depuis que le chien est rentré dans cette maison, Hugo est plus stable. Avant, on passait des nuits, on injectait, on sucrait, on injectait, on sucrait. Et là, on n'a presque plus besoin de le faire, quoi. Donc maintenant, je dors. C'est déjà une grande avancée. Hugo n'a plus besoin de nous. Medley a pris le relais. Hugo a retrouvé l'insouciance d'un ado de son âge. Avant, il ne serait jamais parti seul à vélo. Même en courant, Medley est capable de donner l'alerte en cas de crise. Le chien m'avertit avant et il m'en a évité au moins une quarantaine. Hein. En moins de 4 mois, c'est gigantesque. Ça me permet de pouvoir faire ce que je veux. Si jamais il le sent, il va essayer de se rapprocher de moi, ou bien il va aboyer, ou bien il va commencer à ralentir tout doucement, et il va faire en sorte que je m'arrête. Une fois que je vais m'arrêter, il va me dire il y a un petit problème. C'est un soutien, mais gigantesque. Je sais que je suis diabétique, je m'en souviendrai toujours évidemment, mais lui il me fait l'oublier. Il me dit ouais je suis là pour le diabète, mais je t'enlève tellement de poids que t'as plus l'impression d'être diabétique. T'as l'impression d'être un enfant, quoi. D'être quelqu'un de normal. Ce qui est très agréable. Viens. J'ai même pas fait barbelé. Des chiens aides-soignants, on n'en est qu'au début en France. D'autres sont formés pour prévenir des crises d'épilepsie. Et ce ne sont pas les seuls animaux à prendre soin de notre santé.
Lozère, un centre unique en France. Allez, trotte, trotte. C'est la fraîcheur du matin, ça. On va aller dire bonjour à Olga. Oui. Juliette, 9 ans, souffre depuis sa naissance d'une paralysie cérébrale. Elle a du mal à contrôler ses muscles, ce qui l'empêche de marcher. Et elle a des difficultés à articuler. T'es quand même privilégiée, hein, Juliette. Hein. T'es la seule à qui Olga accepte qu'on lui touche la moustache. Hein. Ouais. Les autres, ils n'ont pas le droit. C'est vraiment que pour toi. Monter sur un cheval avec ce handicap semble impossible. Et pourtant, sous le regard de sa maman, Juliette va bientôt se hisser sur le dos d'Olga. Bonjour, Juliette. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais. Oh, mais j'ai l'impression qu'elle t'aime beaucoup. Bonjour, Olga. Tu viens toujours la voir comme ça avant de monter sur son dos? Tu viens lui faire un petit coucou, lui dire bonjour? Juliette pratique ici ce qu'on appelle l'hypothérapie, une méthode de rééducation dont le cheval est le principal acteur. Hélène Viruega-Bogros, qui dirige ce centre, a découvert cette technique aux États-Unis. Ça, c'est très joli. Elle a sélectionné une dizaine de chevaux aptes à devenir thérapeutes. Ces animaux ont une sensibilité extrême pour percevoir le ressenti des patients. Quand je teste les chevaux, comme je dis, il y en a 1 sur 5 qui veut faire ce métier. Je les mets en situation devant des patients qui sont peut-être en train de gesticuler, d'hurler un peu tout. Mais avec un cheval qui est fait pour ce travail, on va vraiment avoir un cheval qui va essayer de nous communiquer sans mettre le patient en danger que quelque chose ne va pas. Et c'est ça l'extraordinaire de ces chevaux. Ça va, je roule bien? Tandis qu'Églantine prépare Olga, Jamie emmène Juliette s'échauffer sur une monture d'un genre plus high-tech. Ce simulateur, qu'on appelle TESS, a été programmé pour reproduire précisément l'allure d'Olga. Alors Juliette, du coup, tu te souviens, c'est 1 sous chaque bras. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Toi, tu respires. Respire. 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 Inès Gaillard, psychomotricienne, s'occupe de la rééducation de Juliette depuis 3 ans. Les muscles de ses bras et de ses jambes sont en permanence trop contractés. Ils sont hypertoniques. Voilà pourquoi les gestes de Juliette sont désordonnés. Alors Juliette, il faut que tu respires là. Ça va, Juliette? C'est que moi aussi, je suis un petit peu tendu. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, tu respires. Ouais. T'es prête? On y va? Ok. Du coup, tu peux la lâcher. Jamie, t'es pas obligé de la tenir. Très bien. Elle se débrouille toute seule. Voilà. Ça, c'est fabuleux. Pourquoi Juliette commence par s'entraîner sur ce robot, finalement, ce simulateur? Ça lui permet de se détendre, en fait, avant de monter sur le dos d'Olga. Ça ressemble à Olga? Un peu. Un peu. Qu'est-ce qu'on voit là, à gauche, dans l'écran? Dans TESS, on a des capteurs sous les fesses de Juliette, près des jambes, un petit peu partout. Et ça reproduit ce qui se passe sur le corps de Juliette. Et là, la petite bille montre son centre de gravité. Et donc, si elle est trop en arrière, trop en avant, la bille va bouger. Donc, avant de monter sur Olga, elle peut aussi, elle, s'auto-ajuster et voir un petit peu comment son corps réagit. T'es prête, Juliette? C'est parti. Voilà, ça c'est super. Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes beaucoup. Et donc le trot, ça stimule vraiment le redressement de la colonne vertébrale et l'alignement, voilà, avec la tête, les épaules. Et Juliette s'en sort très très bien. On repasse au pas. Ouais. Et la transition est très belle aussi.
Voilà. C'est bien, Tess. Ça te fait rire. Ouais. Juliette sera-t-elle aussi à l'aise sur sa vraie jument, Olga? Tu veux faire une petite caresse à Olga pour commencer? Vas-y. Vas-y. Voilà, très doucement. Prends ton temps, tu souffles. Tu regardes là où tu veux aller avec ta main. Voilà. Elle est géniale, Olga, en effet, elle dit rien. Olga a été choisie pour son caractère calme et docile. Malgré les gestes parfois un peu brusques de Juliette, elle reste impassible. Mais je suis déjà impressionnée, moi, par la réaction d'Olga, en fait, qui ne réagit pas du tout, qui se laisse totalement faire. Ouais. Elle est top, hein. Tu demandes à Olga d'avancer? On remet les mains bien au milieu. Juliette, continue de respirer. Génial. Tiens-toi bien droite, Juliette. Elle tient très bien. On a l'impression que Juliette a totalement oublié son fauteuil. C'est ça. On voit à quel point le cheval efface le handicap. Elle n'a plus du tout de gestes parasites. Hein, tous les gestes qu'on voyait avant, là, d'un seul coup, elle est calme, détendue et ça se passe très bien. Maintenant qu'elle est détendue, on peut voir qu'il y a un mouvement qui se produit dans le bassin, que les épaules fonctionnent un petit peu et que la tête, les épaules et le bassin sont alignés. Et on est toujours vigilant à ce qu'elle soit centrée sur le cheval. Faut que tu regardes devant toi, Juliette. Allez, oui, tu redresses tout de suite le dos. On voit bien tout l'intérêt de l'hypothérapie. Voilà, l'allure du cheval simule l'attitude que l'être humain a quand il marche. En fait, le cheval stimule les mêmes circuits neuronaux que ceux qui sont stimulés quand on marche. On dit qu'1 minute sur le dos d'un cheval correspond à 100 de pas. L'analogie est frappante. Que l'on marche ou que l'on soit sur le dos d'un cheval, les muscles qui vont du bassin jusqu'au sommet du crâne sont sollicités de la même manière. Ils réajustent en permanence notre posture pour que l'on garde l'équilibre. Les mouvements du cheval stimulent les muscles du dos de Juliette, les muscles de son cou, de sa poitrine et de ses abdominaux. Des muscles qu'elle a habituellement du mal à contracter car la zone de son cerveau qui les commande est endommagée. Heureusement, le cerveau a une certaine plasticité. De nouvelles connexions se créent à la périphérie de la zone qui ne fonctionne plus sous l'effet des stimulations régulières engendrées par le cheval. Grâce à l'hypothérapie, le cerveau de Juliette se remodèle. On va se mettre à l'envers. Voilà. Nickel. Comment tu lui dis à Olga de repartir? Walk on. Walk on. Eh oui, les chevaux parlent anglais ici. Ça a l'air de t'amuser, ça, en tout cas. Hein. Le milieu médical a longtemps été sceptique sur l'intérêt de la thérapie par le cheval. Le docteur Manuel Gaviria, directeur scientifique du centre, observe depuis 4 ans les progrès de ces malades. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne connaissais pas. Et j'ai été très étonné de voir des résultats très francs, des choses qu'on ne voit pas dans la clinique courante. On a vu que, très clairement, les patients qui, dans un premier temps, étaient très éloignés de leur centre de gravité, petit à petit revenaient vers le centre et leurs oscillations étaient moins importantes. Quand le geste produit en vous de l'harmonie, le corps, il garde le geste. Et ça change votre vie, parce que ça vous donne plus d'autonomie. Quand on met un patient ici sur un cheval, un patient qui est en fauteuil roulant, il regarde les gens vers le bas. Il n'a pas l'habitude de ça, il se sent grandi. Ça, c'est très important. Pour l'estime, c'est très bien. Pour la motivation, c'est très bien. Là, c'est impeccable. Hein.
Et on peut voir que c'est très très bien. Alors évidemment, on surveille Juliette, mais vous regardez aussi le cheval. Tout. En observant le cheval, vous savez si Juliette passe un bon ou un mauvais moment. Exactement, parce que si Juliette est trop déséquilibrée, elle va s'arrêter pour nous dire « ajustez là ». Olga, elle nous donne plein d'informations qui nous permettent d'ajuster notre prise en charge et d'être toujours au plus près de ce qui se passe. Voilà. Et ça, c'est pas un hasard. Si le cheval le permet, c'est lié aussi à ses dispositions anatomiques. C'est lié à ses capteurs sur la peau. Et le cheval est beaucoup plus sensible au toucher que ne l'est l'être humain. Donc, Olga est capable de capter un frémissement, le mouvement de la jambe de Juliette. Elle transporte pas Juliette, elle travaille avec Juliette, elle est en train d'envoyer plein de choses sur son dos. Alors, quand le cheval a cette encolure allongée comme ça, en fait, elle offre son dos au patient. Elle utilise son dos au maximum pour travailler sur la posture de Juliette. Généralement, en fin de séance, j'aime bien coucher Juliette sur le dos d'Olga. Et moi, je fais en fait des percussions avec les doigts sur toute la colonne vertébrale de Juliette. Je commence par là, donc on peut voir qu'elle réagit. Oui. Tu sursautes, mais tu souris, c'est pas désagréable. Hein. C'est pas mal, hein? Jusqu'au bout des doigts. Respire un petit coup. Ferme les yeux. Ça va. T'essayes de fermer les yeux, Juliette, et de respirer. Juliette sera restée 30 minutes sur son cheval. C'est comme si elle avait fait 3000 pas. Bravo, Juliette. Je tenais à te féliciter. Elle a été super. Voilà, oui, hein. toi aussi, toi aussi. Tu as été très sage. Tu étais très, très belle sur ton cheval. Vraiment, c'était très impressionnant. Bravo. Et vous, à la maison, dans le quotidien, vous sentez une différence ? Je sens une différence sur tout ce qui est relaxation. Elle se rappelle ce qu'elle a fait avec Olga et essaye de le remettre en place à la maison. À cheval, déjà, il n'y a pas trop, voire pas du tout, de mouvements involontaires et parasites. Et elle est détendue, donc... Mais là aussi, hein, sur le fauteuil. Oui, après, oui. Ouais. Ah, voilà. Une fois que la séance est finie, ça va. C'est dur, hein. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es un petit peu fatiguée? Non. Tu serais prête à remonter sur le dos d'Olga? Eh ben, dis donc, t'es costaud. Hein. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Juliette. C'était super. À bientôt. À bientôt. Parmi ces chevaux qui nous soignent, il y en a un qui fascine le monde médical. Centre hospitalier de Calais. Bonjour. Le docteur Payot fait sa tournée des malades. Il s'est encore arrêté devant la chambre? Toujours. Ouais. Docteur Payot, c'est le surnom donné à ce superbe étalon. Le premier cheval autorisé à entrer dans un hôpital pour apporter un peu de réconfort aux patients. C'est un gentil cheval. Ah oui? Eh ben moi non plus. J'en ai jamais vu un comme ça. Il est tellement expressif qu'on n'a même pas besoin de la parole. On comprend tout. La scène semble irréelle. Et pourtant, Payot est totalement intégré dans ce service. Il vient 2 à 3 fois par an avec son maître, Hassen Bouchakour, et reste une semaine dans l'hôpital. Bon, allez, j'ai mon patron qui me dit d'y aller. À tout à l'heure. Hein? Ce cheval a un don particulier. C'est lui seul qui décide d'aller voir certains patients. Comment fait-il son choix? Cela reste encore un mystère. On laisse Payot faire. Ses sens et sa sensibilité nous servent de GPS. Donc il va marcher librement, sans stress, tranquillement. Et puis quand il va marquer un temps d'arrêt devant une chambre, on va créer une rencontre. Ah bah ouais, c'est chouette. Payot retourne voir un patient qu'il a déjà vu lors de sa dernière visite. Jean-Claude, 51 ans.
Dans cette unité de soins palliatifs, les malades sont souvent renfermés sur eux-mêmes. Grâce au cheval, leur anxiété diminue et la parole se libère. Et sinon, il y a de quel coin de la Belgique? Non, nous on est de Grenoble. Mais après, on est souvent en Belgique parce que les vétérinaires de Peyo sont en Belgique, pas loin de Anvers. Il me semble. Anvers? Ouais. C'est loin. Je connais pas. Ouais? Ah bah, quand même. J'ai été marin pendant 33 ans. Ah oui. Bah ouais. D'accord. Le cheval apporte un moment d'apaisement qu'aucun traitement ne peut procurer. Un tête-à-tête qui peut durer quelques minutes ou 1 heure. Je pense que si vous interrogez des soignants, ils vous diront tous qu'on considère comme un soignant maintenant, comme un membre de l'équipe. Ça paraît étrange, mais oui, c'est un membre de l'équipe. On attend Peyo avec impatience, ça apporte comme une sérénité dans le service. Il m'est arrivé un soir, après une visite dans une chambre avec un patient où franchement, on n'arrivait pas à avancer, c'était difficile. Le patient gardait toujours une humeur triste. Je suis sortie de la chambre en disant un peu découragée, « Peyo, est-ce que tu peux pas m'aider ?» Et le cheval est allé dans la chambre. J'ai entendu les bruits de Peyo, les pas, et je me suis retournée et le patient était en train de promener Peyo, tout sourire. Et j'ai quitté le service en me disant, j'ai laissé le patient avec un cheval, et j'en étais contente. Bonjour. Bonjour, Titi. La présence de Peyo apaise, elle permet aussi d'alléger les traitements. On a baissé les antalgiques, on a baissé les anxiolytiques. Et la prise en charge a été beaucoup plus paisible dans le service. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, mais qui marche, donc on accepte. La première vocation de Peyo n'était pourtant pas de devenir thérapeute. Hassen a choisi ce pur sang plein de fougue pour faire de l'acrobatie. Ensemble, ils font des tournées à travers le monde avec leur spectacle équestre. C'est à la fin d'un de ces spectacles qu'Hassen a découvert l'extrême sensibilité de son cheval vis-à-vis des personnes malades. On a pu observer des comportements vraiment étranges, qu'il allait toujours sur le même type de personnes, jusqu'à jouer avec des enfants malheureusement malades, avec des tumeurs, des cancers, des enfants qui n'avaient plus de cheveux et qui venaient assister au spectacle, au gala avec une perruque. Donc lui allait se positionner dessus, allait leur faire des câlins, les gratter sur la tête, jusqu'au jour où, devant nous, il a retiré la perruque pour jouer avec un enfant. Ça a fait rire l'enfant. Nous, on était gênés, mais ça s'est reproduit 3-4 fois. Et là, je me suis dit, OK, on est dans autre chose. C'est alors qu'Hassen a l'idée d'emmener son cheval à l'hôpital. Une expérimentation qu'il mène avec des médecins et des vétérinaires. Peyo est suivi dans cette clinique équestre en Belgique. Son odorat lui permet-il de détecter qu'un humain est malade? Éprouve-t-il vraiment de l'empathie pour les patients? Les scientifiques n'ont pas encore la réponse, mais le docteur Marienne, qui suit Peyo, a son explication. Je suis persuadé que le lien entre le cheval et l'être humain est vraiment très profond dans nous. Si pendant des milliers d'années et des milliers d'années, vous travaillez qu'avec le cheval, vous montez, vous travaillez, vous vivez avec, c'est logique, il y a quelque chose entre nous. Tu ne peux pas effacer ça comme ça. Et chez un cheval comme Peyo, ce lien, il est encore très très fort présent. Et il voit des choses que nous, on ne voit pas. Il sent des choses que nous, on ne sent pas. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il est si exceptionnel. Avant de poser ses sabots dans les couloirs d'un hôpital, Peyo doit à chaque fois se plier à des mesures d'hygiène draconiennes. Il est lavé et désinfecté de la tête aux pieds. Et il a su apprendre à faire ses besoins sur commande. Un dressage qui a nécessité 2 ans de travail. Aujourd'hui, Hassen et Peyo sillonnent la France avec leur association Les Sabots du Cœur. Ils interviennent dans 6 hôpitaux et plusieurs centres Alzheimer.
Jusqu'à la dernière minute, Hassen s'assure que son cheval est parfaitement propre. Une fois que la lingette ressort blanche, qu'il n'y ait plus de poussière, plus de poils, là c'est que Peyo peut aller travailler. Mais tant que ce n'est pas bon, ça peut prendre 2 heures où il faut le brosser. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le risque sanitaire est très faible, car peu de maladies se transmettent du cheval à l'homme. Mais par précaution, Hassen désinfecte son cheval jusqu'au bout des ongles. Alors là, ici, on va neutraliser ce qu'il y a de plus mauvais, ce qui pourrait être le plus porteur de germes. Ça s'appelle la fourchette. C'est une zone sensible en termes de microbes chez le cheval. Donc pour cela, on utilise le même baume qui a été utilisé pour embaumer les momies, qui va sécher et neutraliser tout ce qui pourrait être négatif dans un hôpital. Bonjour. Voilà, vous allez bien ? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Peyo est maintenant prêt à reprendre son service. Cette fois, il intervient dans un centre Alzheimer de Calais. Ici, pour aller au chevet des malades, le cheval doit prendre l'ascenseur. Il rentre tout juste avec ses 500 kilos. Peyo commence toujours par chercher la même personne, Yvette, 88 ans. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Oh là là, oh là là, monsieur. Ça va? Oh là 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 là. Yvette connaît les chevaux. Elle a travaillé toute sa vie dans une ferme. Viens, approche. Viens, près de mémé. Oh, je t'avais pas reconnu. Ah oui? Elle est revenue, alors? Oui. Vous êtes contente? Hein? Vous êtes contente? Oh bah oui, Oui. il y a des nouvelles, hein, comme ça va. Hein? Oh oui, hein? Allez, allez. T'avances un petit bout, tout doucement. Oui. Cette dame, c'est un rayon de soleil. C'est le vrai coup de cœur de Peyo. Il arrive à les retrouver n'importe où dans le bâtiment. Ils sont tous les deux dans leur bulle. Peyo m'échappe et fait qu'un avec cette dame. C'est impressionnant. Uto, allez, Uto, par là. Uto, entendu? Uto, allez, va. Ça marche? Ah bah. Waouh! Mais après, Les ordres qu'elle lui donne pour tourner à droite, à gauche, pour s'arrêter, pour marcher, sont des ordres qui sont clairs, fermes, précis. Et c'est impressionnant pour moi de voir Peyo qui exécute ces ordres. Oui, j'ai travaillé avec ça, moi, toute ma vie. Toute ma vie. Oh oui, donne un bisou. Le cheval il réveille des souvenirs. On réussit à ouvrir et à avoir accès à une partie de la mémoire, à des sensations, à des émotions qui sont très fortes. Tu veux bien que tu viennes me voir, quand tu peux. Ouais. J'ai une photo de toi, le beau, d'abord. Ah oui, mais il vous dit au revoir. Il vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Depuis notre tournage, la réputation de Peyo dépasse les frontières. Il est sollicité par des dizaines d'hôpitaux en France et à l'étranger. Grâce à Medley, Hugo fait moins de crises de diabète. 10 nouveaux chiens comme lui vont être formés.
Olga a permis à Juliette de prendre confiance en elle. La fillette poursuit sa scolarité avec succès grâce à un ordinateur qu'elle pilote avec les yeux. Elle a beaucoup travaillé aussi, hein. Toi aussi, t'es fatiguée? Non, Juliette n'est jamais fatiguée. Mezzo guidera Martial pendant 8 ans avant de prendre une retraite bien méritée. Bien. C'est très bien. Et tu fais attention. Nouk travaille avec son maître Christophe au service des pistes de la station de Pralognan en Haute-Savoie. Ils sont en alerte tout l'hiver. On cherche Olga. Olga, le cheval Olga. Ça vous dit quelque chose? Oui, les oreilles, oui. C'est très bien de qui on parle. On réfléchit, hein. Ah, par là-bas. C'est par là-bas. Il a les mêmes aptitudes que toi, il est... Attaqué par un chiot. Mezzo, couché. Couché. Je suis très autoritaire. Mezzo, couché. Alors n'hésite pas à prendre une voix plus ferme. Quel bonheur. Quel bonheur. Incroyable, on se croirait.